C'est arrêté. Eh bien, écoutez, je vais vous parler des patriotes corses et de la Révolution française. Et c'est un exposé qui va être en continuité avec ce que vous avez expliqué sur la liberté notamment et sur le peuple. Alors, je ne vais pas vous parler de l'histoire de la Révolution française en Corse, parce que ce serait... il faudrait pas 3/4 d'heure, mais beaucoup plus. Je vais simplement vous parler de la réaction des patriotes corses face à ce phénomène qui est arrivé en 89 et qui est la Révolution française. Alors, qu'est-ce qu'on entend par patriotes corses? Patriotes corses, c'est ceux qui ont lutté depuis 1739 pour mettre fin à la souveraineté génoise, puis qui ont administré la Corse de manière effectivement autogouvernée avec Pascal Paoli. C'est ceux qui, pendant un an, entre le traité de Versailles et Ponte-Novo, se sont battus contre les armées de la première puissance européenne, la France. C'est ceux qui ont perdu à Ponte-Novo et qui, pour beaucoup, se sont exilés, pour d'autres sont restés. Pour Pascal Paoli, c'est 20 ans d'exil. Tous ces gens-là voient arriver la Révolution française et voient arriver le fameux décret du 30 novembre 89. Que dit le décret du 30 novembre 89? L'Assemblée nationale vote ce décret qui dit « La France fait partie de l'Empire français et ses habitants doivent être régis par la même constitution que les autres Français. » Normalement, des patriotes corses qui se sont exilés pendant 20 ans pour échapper à la souveraineté française ne devraient pas être réjouis par une telle décision. Or, c'est tout à fait l'inverse. Cette décision, elle va être comprise comme une véritable libération par beaucoup de Corses, la grande majorité des Corses, dont les patriotes corses, et dont même ceux qui étaient en exil pendant 20 ans. Et c'est ce paradoxe que je voudrais expliquer. Alors, on va reprendre ce que disaient des acteurs de l'époque. Et notamment, j'ai repris les mémoires d'un officier français qui se trouve en Corse avant la Révolution et après. Il s'appelle Félix de Romain, c'est un officier royaliste qui est en 1787 en poste à Bastia. Qu'est-ce qu'il dit dans ses mémoires? Il dit « Je ne tardais pas à reconnaître aussi, en fréquentant les Corses, que le sentiment qui les domine est le chagrin d'avoir été soumis. Ils ne peuvent s'habituer à l'idée de ne pas redevenir une nation indépendante. J'en ai les preuves qui suivent, et il cite des preuves du fait que, effectivement, la Corse est sous souveraineté française, mais les gens ont gardé le souvenir de la liberté, le souvenir de l'autogouvernement et sous l'autorité de Pascal Paoli comme une période qu'ils regrettent. Bien. Le même, dans ses mémoires, nous dit ce qui se passe en janvier 1790. Et il nous dit, les mêmes sont ceux qui vont applaudir au décret du 30 novembre 89 et qui vont faire assister à des tédéums dans toutes les églises de Corse pour exprimer leur remerciement à Dieu d'avoir apporté à la Corse un tel décret. Alors, explication. D'abord, ce décret, il est suivi d'un deuxième décret qui dit que les Corses qui avaient combattu pour la liberté, c'est-à-dire donc ces patriotes, sont autorisés à retourner en Corse et ça permet le retour de tous les exilés et notamment de Pascal Paoli. Ça, c'est un premier élément qui fait que ce décret, il faut lire le décret et le suivant. Bien. L'autre explication, c'est le fait que ça met fin à une hypothèque qui est Gênes. Les Corses ont, et c'est curieux aujourd'hui d'exprimer ça, mais dans les textes on le voit très bien, ils ont la crainte de redevenir
sous l'autorité génoise. Pourquoi? Parce que le traité de Versailles, que beaucoup n'ont pas lu, le traité de Versailles, en Corse, il est connu. Et le traité de Versailles, il est fait pour la conservation de la Corse à la République de Gênes. Et pour cette conservation, ce traité entre Gênes et la France donne l'exercice de la souveraineté au roi de France, mais la souveraineté reste aux Génois. Et ça, les Corses le savent. Et ils savent que dans une période comme ça, eh ben, la France peut être amenée à dire « Moi, je redonne la souveraineté à Gênes, de la Corse, contre une indemnité, puisque c'était ce qui était prévu dans le décret, qui prévoit que si les Génois veulent reprendre l'exercice de leur souveraineté, il faut qu'ils remboursent les frais que la France a engagés pour maintenir l'ordre en Corse. » Bien. Or, ce décret met fin à l'hypothèque génoise. C'est terminé, on n'en parle plus des Génois avec ce décret. Et enfin, et c'est surtout cette explication qui est la bonne, la Corse retrouve par ce décret sa liberté. Alors, comment on retrouve une liberté en faisant partie de l'Empire français? C'est ça qu'on va expliquer. Pascal Paoli, le 22 avril 1790, écrit « J'ai quitté ma patrie réduite en servitude, je la retrouve libre, que me reste-t-il de plus à désirer ?» C'est donc Pascal Paul dit le fait de faire partie de l'Empire français en 1790, c'est le retour de la liberté. La liberté dans le sens où vous l'avez très bien expliqué, c'est-à-dire la liberté civique, hein, non pas la liberté individuelle, etc. Mais il faut se souvenir que, en parallèle, les révolutionnaires parlent aussi de liberté. Donc ces deux notions de liberté, celle dont parle Pascal Paul, sur laquelle je reviendrai, et celle dont parlent des révolutionnaires comme Robespierre, est-ce qu'ils parlent de la même chose? Robespierre va recevoir Pascal Paoli à la Société des Amis de la Constitution le 26 avril 1790. Quand il reçoit Pascal Paoli, d'abord, il y a quelque chose d'important, c'est Robespierre lui-même dit « Je reçois les députés du peuple corse ». C'est-à-dire, il ne reçoit pas des individus français habitant l'île de Corse. Il reçoit les députés du peuple corse, ce qui est déjà important. Et il dit « Vous avez défendu la liberté en un temps où nous n'osions l'espérer encore. Vous avez souffert pour elle, vous triomphez avec elle, et votre triomphe est le nôtre. Unissons-nous pour le conserver toujours. » Mais Robespierre, il a déjà l'idée de liberté dans le sens universaliste, c'est-à-dire la liberté pour tous les hommes naissent libres et égaux, la déclaration des droits de l'homme, etc. Pascal Paoli, c'est tout à fait, enfin c'est pas tout à fait, c'est différent. Pourquoi? Parce que Pascal Paoli, lorsqu'il parle de liberté, il dit toujours libertatia patria, la liberté de la patrie, ça veut dire la liberté de la Corse. Et dans son dernier ouvrage, Ange Rover, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, et loin de là, mais il dit très clairement, et là-dessus, moi personnellement je l'approuve, que Pascal Paoli ne pense qu'à la liberté de la Corse. Il n'est pas un partisan de la liberté universelle. Et son analyse est assez intéressante, et notamment il cite des lettres. Et il cite deux lettres. Une lettre qui est une lettre à André du 29 janvier 1790, où Paul dit « Nous sommes davantage assurés de notre liberté, c'est-à-dire la liberté de la Corse, dans le même mouvement que les autres provinces, et l'habit est plus large, il pano est plus largo. » Voilà ce qu'il écrit. C'est-à-dire que ce qui intéresse Paoli, c'est le devenir de cette liberté de la Corse. Hein? Et il va écrire aussi à l'Impérane, il va écrire le 1er mai 1790.
La liberté de la patrie ne peut se concevoir que dans la parfaite et entière adhésion au décret de l'Assemblée. C'est-à-dire, nous, il faut qu'on colle à cette Assemblée. Pourquoi? Et il explique, cela nous ouvrira une route plus large pour d'autres concessions encore plus vastes. Ah, il écrit en italien, bien sûr, altre più larghe concessioni. Ça veut dire que lui perçoit bien que pour la liberté de la patrie, qui est son seul but, c'est pas, il n'est pas, son combat, ce n'est pas la liberté universelle, c'est la liberté des Corses qui l'intéresse. Pour la liberté des Corses, il faut considérer que ce décret est un pas en avant important. Et c'est un pas en avant important pourquoi? Parce qu'il faut concevoir ce qu'était la Corse pendant la période des 20 ans entre la défaite de Ponte Novo et la révolution de 89. La Corse, c'est un régime militaire. Le patron en Corse, c'est Marbeuf, puis de Barin. Marbeuf, il n'est pas le gouverneur de la Corse. Le gouverneur, c'est Montménard, qui est à la cour. Le patron, c'est le commandant en chef des armées du roi en Corse. C'est pas l'intendant. L'intendant, il est là pour faire tourner l'administration. Le patron, c'est le chef de l'armée. Bon, c'est symbolique. Hein. Et ce régime militaire, puisque c'est un régime militaire, va être un régime, nous dit-on, du despotisme éclairé. Alors c'est quoi le despotisme éclairé? Le despotisme éclairé, c'est pour les penseurs physiocrates, hein, créer l'inégalité, et je reprends des termes dans les textes, hein, dans les documents, hein, créer l'inégalité entre Corses, créer des Corses pauvres pour qu'il y ait des journaliers. C'est le fait qu'il y a des concessions qui sont données par le roi pour faire des grands domaines. Pourquoi? Parce que d'après eux, il y a trop de petites propriétés en Corse. C'est pas bon pour le développement, et donc on va changer l'économie de la Corse. Et on va, au départ, dire, bon, vous, les Corses, on va faire un compromis politique. Et c'est De Vaux qui va le faire, le prédécesseur de Marbeuf, qui va dire on va faire une assemblée générale de la nation corse. Ah, assemblée générale de la nation corse, vous allez vous dire, bah, il reconnaît le peuple corse. Donc de quoi vous me parlez? Oui, mais ça c'est le terme. C'est le terme générique. Après, il faut voir ce qu'il y a dans cette assemblée. Il faut voir que dans cette assemblée, les commissaires du roi écoutent les doléances des notables. Et une des doléances, c'est de dire, ben voilà, ce qu'on voudrait, c'est avoir un orateur pour aller expliquer au roi nos doléances. Donc on voudrait, comme on l'avait avec Gênes, un orateur de la Corse à la cour de France. Que va répondre le commissaire du roi? Ben, les commissaires du roi, ils répondent, Sa Majesté y est totalement opposée. J'ouvre les guillemets. Sa Majesté considère les Corses, Sa Majesté considère les Corses et les Français comme un seul peuple. Donc il n'est pas question que vous ayez un orateur à la cour. Ça voudrait dire qu'il y a un peuple corse. Il n'y a pas de peuple corse. Il n'y a pas de peuple corse, pourquoi? Parce que la monarchie française, elle est fondée sur un principe, notamment développé par Jean Bodin, etc., qui est un principe où il n'y a pas de corps intermédiaire. La monarchie française, il y a un roi et il y a des sujets. Le roi est en relation directe avec ses sujets. Louis XIV a même cassé la noblesse parce qu'il avait peur que la noblesse devienne un corps intermédiaire. Donc il y a cette idée que le roi et ses sujets sont en relation directe. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple corse. Les Corses, à partir du moment où
la souveraineté française s'impose, les Corses sont des sujets comme les autres. Alors ils ont un particularisme possible, mais ils ne peuvent pas constituer un peuple. C'est comme ça. C'est les principes de la monarchie tels qu'ils sont développés par Bossuet, etc. Bon. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un État de Corse. L'État de Corse, c'est l'organisme de représentation, avec des élus. Oui, des élus, d'abord, ils sont élus avec le système des ordres, c'est-à-dire noblesse, clergé, tiers état. La noblesse, c'est quoi? En Corse, c'est 77 familles qui ont été anoblies parce qu'elles étaient des fidèles de la monarchie française. Hein. Ce sont soit des officiers, soit des magistrats, mais fidèles de la monarchie française. Tous les notables qui sont plus ou moins contestataires ne sont pas anoblis. Hein. Et ces États de Corse, ils se réunissent quand? Ils se réunissent 7 fois en 20 ans. Ils se réunissent 7 fois en 20 ans, et chaque fois qu'il y a des débats au cours de ces États, eh bien, le greffier ne transmet à Paris que ce qui plaît à la cour. C'est-à-dire que tous les débats, qui sont des débats parfois agités, ne sont pas retranscrits dans les comptes rendus. On en a des échos par les courriers, etc. Et je vais vous citer un autre exemple de ce système qui frustre les Corses. Vous avez parlé tout à fait, de manière tout à fait intéressante, de la démocratie grecque. Les Corses, ils sont habitués, dans leur communauté, à élire le podestat. Ben, la monarchie française, elle va maintenir les podestats. Mais là aussi, c'est le titre. On maintient le podestat. Et moi, je suis un juriste de formation. Donc, je suis allé voir le texte qui maintient les podestats. Ben, le texte, il dit, il y a une élection, mais le podestat doit être approuvé par le commandant en chef des armées, par Marbeuf. C'est-à-dire que Marbeuf dit, le texte dit, si celui qui est élu n'a pas l'approbation du commandant en chef, il faut refaire des élections. Mais il faut refaire des élections sans celui qui a été élu la première fois, jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un qui corresponde à ce que veut le pouvoir militaire en Corse. Ça veut dire que les élus ne sont plus les représentants de la communauté, mais qui vont devenir les représentants du pouvoir central dans les communautés. Bon. Alors, tout ça s'accompagne aussi de privilèges accordés par le roi à des colons. Tu sais, les Corses, ils voient arriver des Lorrains qui forment des colonies. Ils voient arriver des concessions qui sont données à des grands nobles. On va donner les agréates à je ne sais plus qui, etc. On va donner à Montbourg tout le sud de Porto Vecchio, etc. Des grandes concessions qui sont octroyées. Mais sont octroyées sur quoi? Sur les biens des communautés. Pourquoi? Parce que le roi a dit, ben, tous les biens des communautés deviennent les biens de la monarchie, les biens du domaine du roi. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les communautés corses ont perdu leurs forêts, par exemple, qui deviennent des biens domaniaux du roi. Il y a un nombre incalculable de protestations sur la propriété arboricole. Pourquoi? Parce que les Corses avaient l'habitude, sur le commun, de planter des arbres. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Corse qui vient, qui dit, ben, moi je vais couper un châtaignier là. On lui dit, vous allez couper un châtaignier? Il dit, oui, ben, le châtaignier, il a été planté par mon arrière-grand-père. Donc les châtaigniers, il est grand, maintenant je vais le couper, etc. Tout le monde le sait, c'est le châtaignier de mon arrière-grand-père. Et on lui demande, avez-vous un titre, mon cher? Ça c'est, avez-vous un titre? Ben, évidemment, il n'a pas de titre. Il dit, mais je n'ai pas besoin de titre, tout le monde sait dans la communauté que... Voilà. Et donc on en revient à ce que je disais, c'était du droit communautaire, c'est-à-dire les gens savaient que cet arbre-là appartenait à celui qui l'avait planté, enfin au petit-fils de celui qui l'avait planté.
Et donc on rentre avec on rentre avec cette administration française tatillonne dans quelque chose qui va être très frustrant et donc le fait d'en sortir, c'est une libération, d'autant plus que les Corses se battent depuis 1739 sur un principe anti-absolutiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la révolution de Corse a été faite à partir notamment de textes de saint Thomas d'Aquin, repris par l'école de Salamanque, qui expliquaient que la souveraineté appartient à Dieu. À l'époque, il n'y a pas de contestation, la souveraineté appartient à Dieu. Dans un système absolutiste, Dieu la donne au roi qui, donc, a le pouvoir de gouverner ses sujets. Mais si le roi n'est pas bon, il faut attendre que Dieu le fasse mourir, ou Dieu le fasse perdre, ou Dieu le... Voilà. Les théories de l'école de Salamanque, c'est de reprendre saint Thomas d'Aquin et de dire non, la souveraineté appartient à Dieu, il n'y a pas de contestation, mais Dieu a transmis la souveraineté au peuple. Au peuple, pas aux individus composant un peuple, au peuple, à l'entité. Et le peuple soit a choisi un prince, une famille princière, soit a choisi de s'auto-gouverner. Et si les personnes qui sont au gouvernement, un prince qui est au gouvernement, ne fait pas un bon gouvernement, il devient un tyran. Et donc, dans ces cas-là, le peuple a le droit et même le devoir de s'attaquer au tyran, puisque le tyran mène une action qui est même contraire à la volonté de Dieu, qui veut qu'il y ait un bon gouvernement. Donc, on se situe dans cette doctrine anti-absolutiste. Et il y a un personnage qu'on a oublié, et Éric Micheli, dans sa thèse, le reprend, et il a raison. C'est un personnage qui s'appelle le révérend père Leonardo Grimaldi, de Campoloro. C'est un franciscain qui a écrit notamment La Corsica ai suoi figli sleali, à ses enfants déloyaux. Et il explique que combattre le tyran étant une œuvre qui est demandée par Dieu, ceux qui meurent dans ce combat vont au paradis. Et il explique aussi que n'est patriote corse que celui qui combat pour la liberté de la Corse. Les autres sont des déloyaux vis-à-vis de leur propre patrie. Alors, ce personnage, Paoli, lui a donné le titre de théologien de la nation et lui a donné l'enseignement de la philosophie et des mathématiques à l'université de Corte. C'est pas un hasard. Et ce personnage, donc, quand on reprend ses écrits, on voit bien qu'il a théorisé tout ce qui va être mis en place par Paul, c'est-à-dire le vote qui détermine le choix. Dans la Corse de Paoli, la diète qui détient la souveraineté populaire, elle est élue avec un système d'élection par la piève, etc. Deuxième principe, l'égalité de droit entre les personnes, l'égalité de droit entre tous les Corses. C'est pour ça que dans la Corse de Paoli, il n'y a pas de noblesse, ça n'existe pas, la reconnaissance de noblesse. Et enfin, et ça c'est Micheli qui en parle très bien dans sa thèse, Paoli fait en sorte que les principats, les notables, les grands notables, s'effacent devant la volonté du peuple. Pascal Paoli va écrire le 21 janvier 1759 à François Thaddée, mais peu importe, il va écrire une lettre et il va terminer sa lettre avec cette expression Vox populi, vox Dei, mais il rajoute Il popolo
grida, c'est écrit en italien, il popolo grida. Mais grida, ça ne veut pas dire cri, ça veut dire ordonne. Ça veut dire vox populi, vox dei, le peuple ordonne. Et c'est ça là, le principe de la Corse paolienne. Alors, en 1768, traité de Versailles, donc on en a parlé, il y a un marqueur, c'est ceux qui ont combattu pour la liberté jusqu'à Ponténove, qui sont des patriotes, quel que soit ce qu'ils ont fait après Ponténove, donc y compris les Bonaparte, qui à l'époque étaient jusqu'à Ponténove des patriotes. Donc ce sont des patriotes. Et ceux qui, pendant cette année de combat, là, ont choisi le roi de France. C'est-à-dire qu'ils ont choisi, pour Paoli, d'être des sujets, donc des esclaves. C'est l'expression de Paoli. D'être des esclaves. Et ils sont traités par les paolistes, dans les textes, hein, de traîtres, de parricides et de nationali naturati, de nationaux dénaturés, puisqu'ils ne sont plus des nationaux, ils sont dénaturés. Alors, 1789, Paoli et les gens qui sont des patriotes vont voir arriver cette révolution qu'ils n'attendaient pas. Parce qu'en vérité, ils pensaient que la Corse allait être libérée par une intervention anglaise. Pendant 20 ans, ils ont tous expliqué que c'était l'intervention anglaise qui pouvait contrer la présence française. Mais ils vont voir quelque chose d'extraordinaire. Ils vont voir d'abord que l'Assemblée nationale se réunit. Les ordres se réunissent, c'est-à-dire, ça donne la nuit du 4 août, hein, ça veut dire l'égalité de droit entre les gens. Et ils vont voir aussi que va se constituer des gardes nationaux. Ah, la garde nationale, ça, les Corses voient Paris et ils voient qu'à partir du 13 juillet 1789, on constitue une garde nationale à Paris. Ça veut dire quoi la garde nationale? Ça veut dire que le peuple a des armes. Les armes, c'est pas seulement le gouvernement, c'est le peuple. La garde nationale, elle est élue et elle est armée. Et ça, les paolistes se disent, oh là, bonne occasion, il faut absolument que nous, en Corse, on puisse avoir les mêmes décrets qu'en France, c'est-à-dire qu'on puisse constituer des gardes nationales dans toutes les cités, et donc qu'on soit armé. Donc, ils perçoivent très bien qu'est-ce que ça va donner, tout ça, mais à condition que la Corse ne soit plus sous régime militaire, mais soit sous le régime identique à tous les autres Français. C'est pour ça que quand le décret dit tous les textes en Corse s'appliqueront, tous les textes qui s'appliquent aux autres régions, ils en sont tout à fait satisfaits. Ils voient très bien ce que ça veut dire pour la Corse. Et effectivement, de Barin, c'est le successeur de Marbeuf, qu'est-ce qu'il va écrire? On est en août 89, hein, avant le décret. Hein. Il écrit « Les événements qui se sont passés en France font résonner le moindre artisan et habitant des campagnes en Corse. » Ça veut dire que tout le monde se dit « Oh là là, on voit l'opportunité. » On voit l'opportunité, qu'est-ce qu'on fait? Première chose que font les Corses, avant même le décret. On reprend les concessions, c'est-à-dire on reprend les terres des communes. On les reprend. C'est plus le domaine du roi, hein, c'est le domaine de chaque communauté. On va chasser manu militari, on le met dans un bateau, l'inspecteur général des domaines du roi le 7 septembre. 7 septembre 89, on prend le responsable des domaines du roi, on le met sur un bateau, retournez chez vous, on ne veut plus vous voir. Et on convoque dans toutes les communes, on convoque des assemblées, des consultes. Pour faire quoi? Pour créer des gardes nationaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez au fin fond d'un village, en Santa-Réparade, on a création des gardes nationaux. Quel est le commandant qu'on va choisir? Eh bien, on choisit Pascal Paoli. Tiens, voilà, on choisit Pascal Paoli comme commandant de la garde nationale de notre village. C'est extraordinaire. Donc c'est vraiment une révolution qui est le retour des paolistes.
Et d'ailleurs, il y en a qui ne s'y trompent pas. Quels sont ceux qui s'opposent à ça? Ben, c'est ceux qui s'étaient opposés à Paoli, à Ponteno. C'est Boutafogo, Fabiani, Bocchechiamp, et tous ceux qui étaient passés du côté des Français, du roi de France à l'époque. Et qui c'est qu'on retrouve du côté des révolutionnaires qui iront à Londres pour prendre contact avec Paoli, etc. On retrouve Salicetti, Arena, Cesare Rocca. Mais quand vous reprenez tous les noms là, ceux-là et les autres, dans les villages, vous retrouvez tous les noms des paolistes qui sont cités par Thionville dans un rapport de 87. Qu'est-ce qu'il a fait, Thionville? Quand Marbeuf décède, il y a De Barin qui est nommé. Et De Barin, il lui demande un rapport à Thionville, qui est là depuis très longtemps, en disant « Faites-moi un rapport sur les paolistes dans les villages. Je veux savoir à qui j'ai affaire. » Donc il y a tout un rapport où vous avez des listes de villages, avec dans ce village, voilà les notables paolistes. Les notables, évidemment. Les notables paolistes. Et il y en a toute une liste. Et quand vous retrouvez qui se retrouve du côté de Paoli, ben, tous les notables qui sont cités se retrouvent, y compris Salicetti, Arena, etc. Notables ou fils de notables, hein, c'est familial. Hein. Alors, le retour des exilés. Eh bien, ceux qui étaient en exil en Toscane, qui avaient organisé la résistance, etc., contre les armées du roi jusqu'au pendu du Niol et après. Tout cela vont rentrer. Notamment Clément, le frère de Pascal Paoli. C'était lui l'organisateur de la résistance extérieure qui amenait des fusils à la résistance intérieure en Corse. Mais Clément, dès qu'il arrive, il est placé à la tête du comité supérieur. C'est simple, c'est net. Les Corses s'organisent, ils créent un comité supérieur sous la forme ancienne, hein, c'est-à-dire on le fait comme à l'époque des consultes. Hein, et on dit, le comité supérieur a le pouvoir en Corse. Et qui on met à la tête du comité supérieur? On met Clément Paoli. Voilà, c'est clair et net. Bon. Et le 7 mars 1790, ce comité supérieur reçoit une lettre de l'Assemblée nationale qui lui dit, ben, vous savez, il faut mettre en place des départements. Hein. Ben, d'accord, mettre en place des départements, oui. Bon, ben écoutez, voilà ce qu'ils répondent. On va attendre, hein, parce que les lumières de notre ancien chef sont le meilleur guide que nous puissions avoir. C'est-à-dire que Paoli n'est pas encore rentré. Nous, on attend que Paoli rentre, Pascal. Et Paoli va rentrer effectivement le 14 juillet 1790. Le 14 juillet, c'est pas pour fêter l'anniversaire, le premier anniversaire de la prise de la Bastille. La date est choisie, pourquoi? Parce que 35 ans plus tôt, le 14 juillet 1755, Paoli était élu général de la nation corse. Et il n'y a pas de hasard dans le choix du 14 juillet 1790. Il revient en Corse 35 ans exactement après avoir été nommé général de la nation. Alors, la Révolution française, ce n'est pas, enfin, en tout cas pour moi, ce n'est pas un bloc. 1789, c'est une décentralisation générale. En 1789, l'Assemblée nationale a décidé que les communes auraient des pouvoirs élus et les départements auraient des pouvoirs élus. C'est-à-dire que tous les départements français qui ont été créés, on a donné le pouvoir à un comité qui est élu par la population. Donc il y a une décentralisation énorme. Et ça va beaucoup plus loin, parce que le texte parle d'un procureur syndic. Le procureur syndic, c'est celui qui est censé représenter l'État dans le département. Et le procureur syndic, il est élu. Et donc les Corses ont très bien perçu qu'avec ça, eh ben, c'était le peuple corse qui reprenait le fil de son destin, qui reprenait ce n'est plus le pouvoir central qui nommait
le représentant même du pouvoir central en Corse, à l'époque, en 89, ça va changer ensuite, hein, en 92-93, hein, on va y revenir. Mais à cette époque-là, il y a une telle décentralisation que le peuple corse retrouve sa liberté, comme le dit Paoli, puisqu'il peut élire ses représentants, il peut élire ceux qui gèrent le département. Et lors de l'Assemblée générale électorale d'Oretz, en septembre 90, on va élire le directoire du département, mais on va l'élire en rappelant qu'on rend hommage aux martyrs de la liberté et on a une volonté d'effacer les 20 ans de pouvoir royal en Corse, avec des élus qui sont pour la plupart des paolistes ou des enfants de paolistes. Et pendant 2 ans, sous l'autorité de Paoli, alors je vous rappelle que Paoli il est président du département et il est commandant de la garde nationale, ce qui est inconstitutionnel. Hein. Mais enfin, bon, en Corse, on s'en fout, il est président de tout. Bon. Ah. Et il a donc autorité et ses caractéristiques. Pendant 2 ans, on ne fait rien sans demander son avis. Alors, ce n'est pas lui qui a le pouvoir effectif, parce qu'il est vieux, mais on va toujours chercher son avis. Alors, vous me direz, oui, mais pendant ces 2 ans, il y a quand même des conflits. Ben évidemment, puisqu'on élit tout le monde, on élit même les juges, on élit les prêtres, puisque constitution civile du clergé, hein, on élit. Donc, chaque fois qu'il y a une élection en Corse, ben, c'est toujours comme ça, il y a un parti de contrepartie, voilà. Mais oui, mais c'est à l'intérieur des Corses, c'est à l'intérieur du peuple corse qu'il y a ces tensions. Donc, pour Paoli, il préfère l'unité. Il dit il faut rechercher l'unité, il faut lutter contre l'esprit de parti. Oui, mais c'est à l'intérieur c'est les conflits de notre peuple, il dit. Voilà. Donc, le seul ennemi pendant cette période, c'est qui? Ben, les seuls ennemis, c'est Boutafok. Boutafok qui lui dit non, la liberté est une chimère, il faut abandonner cette chimère, et surtout Paoli est un homme détestable, et donc les ennemis, c'est les gens de la contre-révolution. Alors, on verra que ça se compliquera après, mais pendant cette période, vous regardez ce qu'écrit Paoli, ses ennemis, ce n'est pas les ennemis révolutionnaires, c'est la contre-révolution qui est l'ennemi. Et quand il se passe un événement très important, qui est le fait que le roi quitte les Tuileries le 21 juin 91. C'est la fuite, ce qu'on appellera la fuite à Varennes. Hein. Le roi quitte les Tuileries, toute l'Europe résonne, y compris le pape, du fait que c'est le début de la contre-révolution effective. Et que font Boutafok et Gaffo, qui se trouvent à Paris? Ils descendent vers la Corse pour mener la contre-révolution. Et en Corse, il y a des personnes qui pensent que c'est le moment pour les patriotes corses, vu les excès de la révolution qui commencent à poser des problèmes, de se rapprocher des contre-révolutionnaires. Et il y a une lettre, qui est une lettre de Paoli, qu'il écrit à Nobili Savelli le 27 juin 91. Cette lettre, moi je la connais bien parce que Paoli, il met en cause des patriotes conservateurs qui veulent s'allier avec les contre-révolutionnaires. Et parmi eux, il y a un de mes ancêtres, je le connais. Et il dit, je les ai prévenus, il ne faut surtout pas faire ça, c'est une erreur politique. Et il dit, faites en sorte, il dit à Nobili Savelli, qui est le président du district, faites en sorte de terrasser les royalistes. C'est-à-dire, il faut terrasser dans le sens mettre à genoux, hein, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas agir. Pourquoi? Parce que Paoli dit, la révolution commence à avoir des excès, mais il faut laisser passer l'orage. Son idée, c'est de dire,
il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas revenir à avant 89. On a acquis les moyens politiques de pouvoir mener notre destin. Il ne faut pas les lâcher. Parce que si on revient à la contre-révolution, c'est on revient au système hanté. C'est-à-dire, on abandonne ces moyens-là. Et Paul, il ne le veut pas. Il ne le veut pas. Et la rupture qui va avoir lieu en 93, en juin 93 seulement, elle n'est pas voulue par Paul. Elle est imposée. Imposée par quoi? Elle est imposée d'abord par le fait que Paul y est mis en accusation. Il est mis en accusation par la Convention, ça veut dire que s'il va à Paris, il est guillotiné, il est tout à fait conscient. Et surtout, il voit arriver les nouvelles notions de qu'est-ce que le peuple français. Le peuple français, la Convention, ça change. La Convention, le peuple français, c'est celui qui adhère aux valeurs de la République. Ça dit quelque chose. Adhère aux valeurs de la République. Ça veut dire que celui qui n'adhère pas aux valeurs de la République n'est pas français. Je vous rappelle qu'on était en monarchie constitutionnelle jusqu'en 92 et qu'ensuite, c'est la République. Bon. La monarchie constitutionnelle, ça convenait très bien à Paoli, aux Paolistes. Ça allait. Mais la République, avec ce système où on a un pouvoir qui devient jacobin, qui devient centralisateur, qui a de plus en plus de pression sur les départements par les envoyés du pouvoir central, et surtout cette notion de citoyenneté qui ne laisse plus de place au peuple corse. Comment voulez-vous que le peuple corse existe dans un État où on vous dit celui qui est français, c'est celui qui adhère à une idéologie? Le peuple corse, il n'existe plus. Il y a des gens en Corse qui adhèrent à l'idéologie, il y a des gens qui n'adhèrent pas, c'est tout. Donc tout ça fait en sorte que Paoli va déclencher en juin 93 une assemblée générale du peuple. Et ils vont créer Il governo separato en italien. Ils reprennent d'ailleurs la langue italienne qui devient la langue officielle du governo separato. Ça veut dire qu'il dit, nous, on se met en retrait. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte la contre-révolution. Il le dit clairement. Il dit le drapeau blanc des Bourbons ne flottera pas sur la Corse. Ce qui flotte sur la Corse, c'est le drapeau à tête de mort. Pendant le gouverno séparat. Ça dure 1 an. Et ce gouverno séparat, il se transforme en governo corse au bout de 4 mois. Et le gouverno corse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on n'applique plus les lois françaises. On applique nos lois. C'est-à-dire les lois d'avant 1769. On reprend les lois pénales et les lois civiles d'avant 1769. On ne reprend pas les lois, les lois du gouvernement monarchique. Donc cela dure jusqu'à juin 94. Et juin 94, la situation se détériore. Paoli sent très bien que la Corse peut devenir une nouvelle Vendée, c'est-à-dire que les troupes révolutionnaires peuvent arriver en Corse et faire subir à la Corse ce qu'a subi la Vendée. Les termes sont employés dans les courriers. Et il y voit aussi que les contre-révolutionnaires, c'est-à-dire Boutafoque et compagnie, sont en contact avec les Anglais pour dire aux Anglais, c'est le moment de venir en Corse, et nous on vient avec vous, et on a des partisans, parce qu'ils ont des partisans en Corse, on a des partisans, et donc on va amener la Corse dans la contre-révolution. Et Paoli voit très bien qu'il ne faut pas laisser la main à Boutafoque, donc il faut prendre la main. Et les contacts sont rétablis avec l'Angleterre, mais sur une base de quoi? Et vous en avez parlé tout à l'heure. Sur une base d'une constitution. Et la constitution du royaume anglo-corse, lisez-la, elle est très intéressante parce que la constitution du royaume anglo-corse, elle reconnaît l'existence d'un peuple corse. Elle indique que tous les emplois en Corse seront tenus par des Corses. Elle indique qu'il y aura un parlement anglo-corse composé de députés corses, qu'il y aura un conseil d'État composé de Corses, qu'il y aura donc un vice-roi qui représentera effectivement le roi, mais tout le pouvoir législatif, dans la Constitution, il est aux Corses.
Donc, l'idée de liberté dans la constitution du royaume anglo-corse, elle est là. Le peuple corse, souverain, se choisit un roi, comme il avait choisi Théodore de Neroff, là on choisit Georges III d'Angleterre. Voilà, c'est tout, c'est le même phénomène, le même système. Mais dans les faits, ça ne se passe pas comme ça, comme souvent. Il y a la théorie et puis la pratique. Et dans la pratique, le vice-roi Elliot et Pozzo di Borgo vont accaparer le pouvoir de manière exclusive, et surtout, ils vont faire revenir, aux grandes dames de Paris, Boutafo, Cocafour, etc., et même des exilés royalistes français. Et Paul, il va faire des lettres en disant, bon, on n'a pas fait ça pour pouvoir revenir ceux qui sont nos ennemis, et qui sont les ennemis des patriotes corses. Malheureusement, pour Paoli, c'est l'échec des paolistes, le royaume anglo-corse. Et il est symbolisé par deux dates. La première date, c'est le 10 octobre 1995. Paoli est obligé de quitter la Corse et de repartir en exil à Londres. Et la deuxième date, moins connue, c'est le 26 mai 1796. C'est le jour où décède Zampaïno. Zampaïno, c'est Angelo Matteo Bonelli de Bocconiane, le plus prestigieux des capitaines de la résistance corse, celui qui a lutté en Corse jusqu'en 1975 pour défendre la liberté de la patrie. Il est tué par qui? Par un bataillon du régiment du royaume anglo-corse. Pourquoi? Parce que il a mené la révolte des Bocconianais contre Pozzo di Borgo, etc. Mais symboliquement, qu'on ait tué, que ce soit les armées du royaume anglo-corse qui tuent le plus prestigieux des capitaines de la résistance corse de l'après Pontenot, c'est symbolique. Alors, Paoli de Londres, après que les Français soient revenus, donc l'autorité française soit revenue en 1996, il va essayer toujours de maintenir son idée. Son idée, c'est que le peuple corse retrouve sa souveraineté d'une manière ou d'une autre, même si elle n'est pas totale. Et il va écrire une lettre que je vais vous citer en conclusion. C'est une lettre du 1er avril 1800. Elle intervient après la Crociata. La Crociata, c'est avant 1800. Et en 1800, il y a une nouvelle révolte des Corses, des patriotes corses, mais instrumentalisés aussi par les partisans des Bourbons. Et ces patriotes corses se révoltent au cri de « Vive Paul Ier de Russie ». Pourquoi? Parce que Paul Ier de Russie, il y a une escadre anglaise, une escadre russe, et ils se disent c'est lui qui va nous faire partir les révolutionnaires français qui ont repris le pouvoir. Et voilà ce qu'écrit Paoli. Il dit « J'ai appris les projets tordus de ceux qui désirent donner la Corse aux Moscovites et de ceux qui voudraient une nouvelle fois la soumettre au despotisme des Bourbons. Ni les uns ni les autres n'ont à cœur le bonheur et la liberté de la patrie. » Conclusion, vous savez comme moi que on ne peut pas être patriote corse si on pense que tous les hommes sont des citoyens du monde et que tous les hommes, y compris les Corses, sont des nomades, fils de nomades. C'est une évidence. Donc, restons patriotes corses. Et pour être resté patriote corse, il faut conserver les principes qui ont été développés par Paoli et développés par le théologien de la nation Grimaldi sur la liberté de la patrie. Et il faut se souvenir que Vox Populi, Vox Dei ou Populu Crida. Voilà. Si vous avez des questions, c'est très volontiers. Le fait au moment où il y a eu les gardes nationaux qui sont créés, au moment où il y a eu les gardes nationaux qui se sont créés, oui. Le fait d'avoir une milice armée du coup sur le territoire, est-ce que c'était pas fait dans un but pragmatique au cas où un jour hypothétiquement on puisse se soulever
contre le gouvernement. Oui, non, c'était fait, la Révolution française, c'était fait pour que les révolutionnaires, donc l'Assemblée nationale, puissent s'appuyer sur une force. Je parle en Corse. En Corse, Oui, Corse, justement, c'était très bien. oui, non, en Corse, c'est simple. En Corse, ils le disent, c'est un moyen pour nous d'être armés face aux armées de la France qui sont encore présentes, parce que des régiments de ligne, il y en aura jusqu'en 93. En Corse, il y a des régiments de ligne. Mais face aux régiments de ligne, par exemple, il va y avoir les gardes nationaux et puis il va y avoir les volontaires nationaux. Les volontaires nationaux, c'est 4 régiments élus. Et vous savez comment Paoli parlait des volontaires nationaux? Il disait, il s'en plaignait d'ailleurs parce qu'il y avait des désordres, etc. Il appelait notre troupe nationale. Ça veut tout dire. Est-il vrai que Karl Andrija Pozzolivo et Napoléon Bonaparte se sont battus à Ajaccio pour diriger la garde nationale? Alors, c'est pour l'élection des volontaires nationaux. Pour l'élection des volontaires nationaux, il y a des conflits partout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les votes, chaque fois qu'il y a un vote, il y a des conflits. Et à Ajaccio, il y a un candidat qui est le candidat plutôt de Paoli, qui est un cousin de Pozzo di Borgo, qui se présente. Et face à lui, Bonaparte fait le coup de force et se présente en second avec Coenza, si j'ai bonne mémoire. Mais il s'appuie sur les hommes de ses amis, de son clan, de son parti à Ajaccio et même à Boccognane avec Bonelli, etc. Donc, c'est des luttes internes, effectivement, qui ont pu amener Charles-André Pozzo di Borgo à se battre avec Bonaparte. Je n'en sais rien, je n'en ai pas la preuve écrite, mais c'est tout à fait possible. Il y avait des tas de conflits partout. Moi qui suis balanin, je sais qu'en Balagne, il y a au moment de l'élection des volontaires nationaux des conflits pour chaque élection de capitaine. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Le capitaine. Oui. Mais Pozzo di Borgo est quelqu'un qui... Alors, Pozzo di Borgo, au moment de 1789, il est quand même le secrétaire de l'ordre de la noblesse. C'est secrétaire de l'ordre de la noblesse, mais ensuite, il rallie les paolistes sans aucun problème. Ça se passe très bien avec Paoli jusqu'en 93. Pourquoi? Parce que Pozzo di Borgo, il a été marqué par son passage à Paris en 92. Vous savez qu'il a été élu à la législative. Et Pozzo di Borgo, il a visuellement vu les massacres de septembre 92. Quand vous avez vu les massacres de septembre, vous vous dites, cette révolution, c'est vraiment sanguinaire. En Corse, ça ne se passe pas. Je vous rappelle qu'en Corse, il n'y a pas de gens guillotinés. Et pour ce qui est de la question religieuse, vous savez que en 93, il y a quand même des lois anti-catholiques, anti-religieuses. On n'est plus à la constitution civile du clergé, on est passé à autre chose. On est passé à la répression contre l'Église et contre les prêtres. Et bien en Corse, les prêtres réfractaires, les prêtres qui n'ont pas juré, ne sont pas inquiétés. Et d'ailleurs, on le reprochera à Paoli en disant vous n'avez pas respecté les décrets de l'Assemblée, etc., contre les prêtres réfractaires. En Corse, les gens disent encore leur messe dans des chapelles privées. Les églises sont fermées, mais on a une chapelle privée et on dit dans une chapelle privée. Justement, comment vous expliquez cette absence de répression, au moins enfin, le fait qu'il y ait eu une vraie terreur en Corse après 1990 et 96? Ce qui s'est passé par exemple en Vendée, ce qui s'est passé à Nantes, avec le mail de Nantes ou ailleurs, ça ne s'est pas passé, c'est étonnant, mais c'est quand même pas mal de soubresauts révolutionnaires. Ça ne s'est pas passé. C'est un des bonheurs que nous a apporté Pascal Paoli, c'est de faire le gouverne séparate. En 93, quand ça dérape, il prend l'initiative de faire une gouverne séparate. Et il n'y a pas
en Corse de répression. La répression vient en 96, après le royaume anglo-corse. Quand les Français reviennent, les troupes françaises reviennent, il y a d'abord des gens qui se vengent d'avoir été mis à l'écart en 93, notamment. Il y a tous les gens favorables à Arena et Arena lui-même, Bartolomé Arena, principalement. Il y a aussi Salicetti et tout son clan qui reprennent le pouvoir. Donc, ça crée des frustrations et ça va créer la Crocette, la révolte de la Crocette. La révolte de la Crocette va être sévèrement réprimée. Le chef de la révolte, c'est Jaffer, va être guillotiné à Bastia. Je crois que c'est pas pour cette révolte que le couvent de Pero Casavecchi a été détruit. C'est possible, c'est tout à fait possible. Les couvents, vous savez, les couvents, ils ont été vendus comme biens nationaux à cette époque. Hein. Et surtout, ils ont été vendus après 96, hein, parce que la vente des biens nationaux, elle s'est étalée bien après le royaume anglo-corse. Hein. C'est intervenu. Le couvent de Marcasso a été racheté par les Salvini. Salvini était un administrateur proche de Salicetti. Le couvent de Toani a été acheté par Arena et le couvent Speloncato par le frère d'un de mes ancêtres. Voilà. Donc peut-être pour rajouter sous votre contrôle, est-ce que justement il n'y a pas eu l'avantage que les révolutions corses 1735 et surtout 1755, contrairement au courant des idées de l'époque, des Lumières, je ne crois pas trop à l'hypothèse corse des Lumières chez Michel Berger-Franceschi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Elles sont faites, ce sont des révolutions non pas des élites mais populaires et religieuses. Prenons le contraire, les États-Unis qui sont des religieux, qui est une révolution de 1776 faite par les élites, les planteurs maçonniques. On oublie un peu dans l'histoire, mais George Washington a été enterré sous un rite maçonnique. Ce sont des gens qui avaient rompu notamment avec le fait religieux, même avec le fait protestant très important. Alors en Corse, ce sont des révolutions populaires chrétiennes. Ensuite, je ne vais pas parler, même sans parler de la justification des révolutions de Corse, qui est fait par un clerc, un clerc italien. Donc on baigne dans les révolutions corses. Le fait religieux, il est là. Le prêtre, c'est lui qui guide, etc. C'est lui qui guide, qui est dans le soulèvement populaire, d'ailleurs qui relaie le soulèvement populaire. C'est la différence qu'il y a avec la Révolution française. Quand j'ai donné une conférence à Bustanico, j'ai rappelé que Pascal Paul, dans un courrier, on lui demandait quel chant national doit-on chanter pour les fêtes patriotiques. Et il a dit chanter le psaume 45. Alors, le psaume 45, moi je suis allé voir ce que c'était, malgré... on a perdu toute culture. Et le psaume 45, c'est Dieu et notre citadelle, etc. C'est un chant qui s'adapte très bien, mais c'est un chant à la gloire de Dieu, évidemment. Et dans les courriers de Paul, la référence du combat mené par les Corses, c'est le combat des Maccabées. Il identifie les Corses aux Maccabées, les Maccabées qui excusez-moi pour les Grecs, mais luttent contre les Juifs hellénisés en disant les Juifs hellénisés sont des Juifs bâtardis et donc il faut défendre la pureté et c'est toute l'histoire du livre des Maccabées. Mais ça, c'est des références religieuses permanentes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein? Tout à fait. Et quant à la maçonnerie, il faut quand même rappeler que la maçonnerie en Corse avant 89, ce sont des officiers français, pour la plupart anticléricaux d'ailleurs, hein, des officiers nobles, monarchistes et nobles, mais anticléricaux. Hein. Bon, il faut dire que le gallicanisme est quelque chose qui bon, il y a beaucoup à dire sur le gallicanisme. Hein. Pour les Corses, le gallicanisme, c'est incompréhensible. Mais c'est vrai que les loges maçonniques sont composées uniquement d'officiers ou d'administrateurs français et de quelques ralliés, dont Gaffo. Tout. Il n'était pas franc-maçon. Pardon? Paoli. Alors, Paoli il n'a été initié, et on en a la preuve, puisque quand il rentre dans une loge à Londres,
il rentre dans une loge à Londres, je crois que c'est en 74 ou 75. Et il rentre dans une loge, il est initié. Et j'ai appris que dans la maçonnerie, on ne peut pas être initié 2 fois. On est initié une fois, après on change de loge, etc. Et donc, il y a l'indication d'une... Donc, c'est la première fois qu'il rentre en maçonnerie. Et il rentre quand il est en exil à Londres. Pourquoi? Parce que les milieux maçonniques sont très proches de la cour d'Angleterre, et il terminera d'ailleurs dans une loge. Au départ, il est dans une loge où il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de consuls, etc. Et il terminera dans une loge où il y a le prince de Galles, c'est-à-dire très proche. Mais tout ça, c'est tactique. C'est parce qu'il faut être proche du pouvoir. Donc, il faut être proche du pouvoir. La maçonnerie, ça vous ouvre à cette époque-là, dans l'Angleterre de l'époque, etc. Mais Paoli, par exemple, est un catholique assumé. C'est-à-dire qu'il va à la messe, il le dit, dans son testament, il dit « je suis catholique ». Il n'y a pas d'anticléricalisme. Il y a parfois des termes d'anticléricalisme chez Paul qui critiquent les prêtres pour leur attitude, etc. Mais c'est un catholique foncièrement imprégné du fait que notre destin appartient à Dieu. D'ailleurs, il le dira très souvent dans ses écrits. Notre destin, il appartient à Dieu. Il critique les humains, mais pas l'institution. Ah oui, mais l'anticléricalisme, enfin, la critique des clercs n'est pas une preuve d'une absence de foi. Hein. Il faut critiquer les clercs. Hein. Donc Gaffour, il appartenait à la franc-maçonnerie. François Gaffour, oui. Oui, François Gaffour, il appartenait à la loge de Bastia. Et d'ailleurs, à propos d'appartenance à des loges, je vous signale qu'il y a quelqu'un de célèbre sur la Corse d'après 96, de l'époque de Napoléon, qui s'appelle le général Morand. Et le général Morand, il est vénérable de la grande loge qui s'appelle La Paix à Ajaccio. Le général Morand. Voilà. Un grand humaniste. Voilà. Tu as Oui. le général Paoli, c'est un personnage quand même qui est, comment dirais-je, multiples facettes. Oui, comme tout le monde. Hein. Mais oui, mais il est chrétien, mais il serait peut-être plus déiste que catholique romain. Ah non, Attends, laisse-moi terminer. Le fait d'adhérer, même pour des raisons stratégiques, à une loge, qui est une loge de rite écossais, puisqu'à l'époque c'est le rite écossais pour le prince de Galles, et déjà d'une certaine façon, adhérer à un minimum d'une plateforme idéologique qui n'est plus la plateforme catholique romaine de Rome. On est d'accord? Tout de même. Je veux dire que Paul, il ne peut pas être considéré comme un bloc idéologique. Il a, encore une fois, plusieurs facettes. Non, Paul, c'est quelqu'un qui sait manier, par exemple, il le dit dans une de ses lettres, parfois, dans les combats qu'il mène, il dit il faut être renard si on veut lutter contre des lions et qu'on n'est pas lion soi-même, mais être renard. Mais Ulysse, toute l'Odyssée, c'est aussi le fait de savoir composer, savoir s'adapter. Quand Ulysse revient à Ithaque, il a une tactique qui est pas, il fonce pas directement vers les gens qui ont pris le pouvoir à Ithaque. Il ruse. Hein, Le cheval. Ulysse, c'est l'éloge de la ruse. Hein. Achille la force et lui la ruse. Oui. Voilà. Bon. Bon, ben merci à toutes et à tous. Merci à tous. Pas ce genre de procédé rhétorique. Et oui, le masculin l'emporte sans arrière-pensée. Merci à tous d'être venus, d'avoir assisté à cette journée. Vous savez que c'était notre rentrée, mais c'est le début d'une longue série qu'on va structurer tout au long de l'année. Alors c'était une journée particulièrement chargée parce qu'on souhaitait marquer le coup, mais il est vrai qu'on aura la possibilité de développer d'autres formats. En tout cas, vous avez bien compris cette année vers quoi on tend, c'est-à-dire
une intensification de notre présence sur la question métapolitique, sur la nécessité de formation militante, et aussi sur la constitution d'un univers sémantique et d'un imaginaire qui nous est commun et qui va nous permettre de structurer et de pérenniser cette école de pensée que d'aucuns appellent désormais le palatinisme. Écoutez, au-delà de ça, j'en profite pour vous annoncer la mise en place d'un certain nombre de projets qui vont être déterminants cette année, notamment l'organisation et la tenue d'une chaîne sur YouTube qui va être animée de façon hebdomadaire, en tout cas c'est notre ambition dans un premier temps, mais à minima de façon mensuelle, et aussi un certain nombre d'autres projets dont nous nous ferons part, et pour lesquels évidemment nous vous solliciterons, parce qu'en bon catholique, il faut bien finir notre messe par la quête, et vous savez que les moyens financiers sont déterminants aujourd'hui plus que jamais. Nous avons besoin pour payer nos sites internet, nous en avons besoin pour louer des salles comme celle-ci, nous en avons besoin pour tout un tas de choses qui a trait à notre capacité de mobilisation et de déploiement. Et évidemment, nous savons parfaitement que vous ne manquerez pas à l'appel dès lors que nous vous solliciterons, chacun évidemment dans la mesure de ses moyens et selon ses disponibilités, ses possibilités. Encore une fois, merci à tous. E penso a presto perché è una possibilità di muoverci, un cinema mica apriva. Ecco, vi ringrazio.